Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'ENA Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Nous allons parler aujourd'hui du Niger, où les manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer le départ des troupes américaines. Le Mali suspend les activités des partis politiques et interdit aux médias de rendre compte des activités politiques. Le président de transition du Gabon demande à son homologue ivoirien de plaider pour la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèsent contre le Gabon. Le Rwanda a ajouté 9 nouvelles personnalités sur la liste des héros nationaux. C'était à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Bienvenue encore. Au Niger, des centaines de personnalités sont descendues dans les rues de la capitale Niamey ce samedi pour exiger le départ des troupes américaines après que le pouvoir a dénoncé mi-mars l'accord militaire avec les États-Unis. La foule a brandi des drapeaux nigériens lors d'une manifestation qui en rappelle bien d'autres, qui rappelle notamment les protestations qui ont provoqué le retrait des forces françaises du Niger. C'était l'année dernière, après la prise de pouvoir par les militaires lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Organisées par la société civile, les manifestations ont tout de même vu la participation de nombreux officiers, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, qui dirige le pays depuis le coup d'État de l'année dernière. Le président de la synergie des organisations et syndicats de la société civile, Mahamat Kabir Suleiman, explique pourquoi les troupes américaines doivent quitter le territoire nigérien sans délai. La plupart des partenariats signés avec les pays et institutions impérialistes ne nous ont pas permis de sortir de la dépendance de l'aide, et cela de 1960 à 2023. Sur le plan sécuritaire, le nombre exponentiel de morts de nos compatriotes civils et militaires illustre à suffisance la tortuosité de ce partenariat, lequel partenariat est marqué par la signature d'accords militaires aussi farfelus que fantoches. Pour preuve, la présence de l'arsenal militaire impressionnant du Pentagone et de la CIA, composé de drones, de satellites, et la mise à disposition gracieuse de notre spectre radio n'a jamais permis d'éviter ces nombreux drames. À titre de rappel, le 12 mars 2024, la délégation américaine qui a rencontré le gouvernement du Niger a adopté une attitude condescendante et paternaliste, caractéristique d'un esprit esclavagiste. C'est pourquoi le refus du camarade président général Tchani de recevoir la dite délégation a motivé le sitting spontané de la synergie des organisations de la société civile le 15 mars dernier en vue de réaffirmer le soutien indéfectible du peuple à ses autorités. À rappeler qu'à la mi-mars, les autorités nigériennes avaient dénoncé les accords militaires qui liaient leur pays et les États-Unis, comme l'a annoncé le porte-parole du CNSP. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Dans notre temps, comme par hasard, des instructeurs militaires russes sont arrivés cette semaine au Niger et le pays vient d'annoncer cette semaine, juste, c'était jeudi, s'être retourné vers la Chine pour l'acquisition du pétrole brut euh, pour un montant de 400 millions de dollars. Les autorités maliennes ont publié mercredi un décret suspendant les activités des partis politiques et des associations ayant des activités à caractère politique. La suspension décidée cette semaine a effet immédiat et pour une durée indéterminée. Le ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga,
a expliqué que cette décision a été motivée par des raisons à la fois politiques et sécuritaires. L'un des arguments ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent, qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Ça, c'était l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense qu'il a été très clairement dit que la prise de Kidal, je pense que le chef de l'État lui-même, dans son message adressé à la nation, après le 14 novembre 2023, a clairement dit que la prise de Kidal ou d'autres localités ne signifie pas du tout la fin du terrorisme. Le terrorisme est une menace asymétrique. Bien entendu, nos adversaires, nos ennemis qui sont en face s'adaptent. C'est vrai que quelque temps, ils avaient un mode opératoire à la limite symétrique, parce qu'ils contrôlaient une partie de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est contrôlé par nos voyantes forces de défense et de sécurité, mais cela ne nous demeure pas moins que le terrorisme, comme je dis, c'est une menace et nous devons rester extrêmement vigilants. Je pense que quelque part, toutes les attaques récentes que vous voyez à Kassela ou dans d'autres localités avoisinantes, la capitale, dans d'autres localités frontalières, forcément montrent que l'ennemi, en tout cas, s'est adapté, commence à avoir un nouvel mode opératoire. Et dans ces circonstances, comme je dis, on ne peut pas accepter d'abord que des débats politiques stériles nous ramènent d'où nous venons, d'une situation très compliquée. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Encore une fois, comme je l'ai dit, quelque part, c'est vrai que le dialogue, l'un des objectifs du dialogue national intermalien est de recoudre le tissu social qui a été fortement ébranlé. Il suffit de vous en rendre compte. Il y a certaines localités, malheureusement, où des aspects sacrés, comme le cousinage à plaisanterie, malheureusement, n'existent plus, à cause justement de cette volonté, en tout cas de la part de certains acteurs, de se venger. Quelque part, il est important également, comme j'ai dit, de renforcer la cohésion nationale autour de ce dialogue-là. Donc, on ne peut pas accepter uniquement que des forces politiques ou des débats politiques perturbent ce dialogue. La décision du gouvernement malien fait suite aux protestations de l'opposition qui s'indignait du report des élections initialement prévues le 26 mars dernier de cette année et la suspension des activités politiques du Mali a suscité des protestations au niveau interne et international. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa vive inquiétude quant à cette suspension qui est de nature, selon lui, à entraver la mise en œuvre d'un processus de transition inclusive dans le pays. Moussa Faki a souligné dans le communiqué le droit à la participation citoyenne, religieuse et politique comme droit fondamental et a appelé les autorités de transition à reconsidérer la dite décision et à travailler plutôt à une feuille de route visant à achever le processus de transition en cours. L'appel du président de la Commission de l'Union africaine n'a cependant pas jusqu'à présent trouvé un écho favorable au Mali, puisque dans la foulée, les autorités de transition ont enfoncé le clou en empêchant les médias de rendre compte des activités politiques. L'arrêté émis par la haute autorité de la communication du Mali précise que cette interdiction s'applique à toutes les formes de médias, y compris la télévision, la radio,
des journaux en ligne et imprimés. Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a plaidé jeudi pour une levée des sanctions de l'Union africaine pesant sur son pays lors de sa rencontre à Abidjan avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Lors de sa visite de 72 heures, c'était de jeudi à samedi, en Côte d'Ivoire, le général Oligui Nguema a été reçu avec sa délégation en audience à la présidence ivoirienne. Le président de transition gabonais a déclaré avoir fait un point et un compte rendu au président Ouattara sur les avancées du dialogue actuel à Libreville, dialogue pour lequel d'ailleurs le président ivoirien a tenu à féliciter son homologue gabonais. Je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. Je sollicite mon aîné ici présent afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèsent sur le Gabon et je sais compter sur vous, a dit Brice Oligui Nguema en s'adressant au président ivoirien. Le général Oligui Nguema a pris le pouvoir le 30 août 2023 lors d'un coup d'État où il a renversé le président Ali Bongo, dont la famille était au pouvoir depuis 56 ans. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections dans un délai qu'il a fixé à 2 ans. Le Rwanda commémorait cette semaine le 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis, perpétré il y a 30 ans, c'était en avril 1994. Lors de la cérémonie officielle, le 7 avril, plusieurs délégations venues des pays étrangers, pays africains et internationaux, avaient fait le déplacement à Kigali pour s'associer à la mémoire collective du peuple rwandais. Ce fut l'occasion pour le président Paul Kagame de rappeler que le génocide a été rendu possible essentiellement par le fait que la communauté internationale n'a pas voulu intervenir. La communauté internationale nous a laissé tomber, a martelé le président Paul Kagame. Lors de la cérémonie de clôture de cette première semaine de commémoration, sachant que normalement la période de commémoration va d'avril à juillet de chaque année, les autorités ont ajouté les noms de 9 nouvelles personnalités au mémorial de Revero, une façon de reconnaître officiellement leur bravoure, leur détermination à lutter contre la politique de division, de ségrégation et contre des actes visant à détruire une composante de la population rwandaise. Parmi ces nouvelles personnalités figure l'ancien ministre des Affaires étrangères Boniface Ngulinzira, dont les membres de famille étaient bien présents à la cérémonie. Au micro de TV5 Monde, sa fille, Marie-Yolande Eugénie Ngulinzira, s'est dite très touchée et le ministre de l'Unité nationale, Jean Damascène Bizimana, a expliqué le bien fondé de cette démarche. C'est une reconnaissance officielle qui est gravée sur le marbre, ici derrière. Et c'est très touchant, très personnellement. Il a été assassiné, on ne sait pas où est son corps. On ne sait pas si... On espère peut-être que son corps est au mémorial de Nyanza, mais on ne sait pas du tout. Donc c'est une sépulture pour nous en fait. 30 ans après, on a constaté qu'il y a d'autres politiciens qui ne figuraient pas. Et donc on a fait de la recherche, que ce soit à Kigali même, et aussi à l'intérieur du pays. Il y a un ministre, le ministre des Affaires étrangères, il y a 2 préfets, il y a 3 bourgmestres, un professeur d'université, mais qui faisait partie d'un parti politique aussi. Nous avons jugé nécessaire qu'il était important d'ajouter ces actes héroïques, d'actes de courage, pour pouvoir aussi démontrer la résilience du peuple rwandais. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 14 avril 2024. Je vous rappelle que nous avons parlé du Niger, où les manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer le départ des troupes américaines.
Nous avons également parlé du Mali qui a suspendu cette semaine les activités des partis politiques et interdit aux médias de rendre compte des activités politiques. Il a été question du président de transition du Gabon qui a demandé à son homologue ivoirien de plaider pour la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèsent sur le Gabon. C'était à l'occasion de son déplacement en Côte d'Ivoire. Enfin, le Rwanda ajoute 9 nouvelles personnalités sur la liste des héros nationaux à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 21 avril 2024. Excellente semaine à tous et à toutes.